Et l'amour, est-ce que c'est un péché? Non, c'est bien, c'est naturel. Oui, c'est naturel, il n'y a rien de mal. Moi, je pense que c'est aussi naturel et puis que ça vient comme ça. Moi, je trouve pas du tout que c'est un péché. Non, c'est pas un péché, c'est quelque chose de très normal, naturel, qui se trouve, on peut dire, chez tous les êtres humains. Moi non plus, je pense pas que c'est un péché, parce que si c'était un péché, personne ne ferait l'amour. Moi, je pense que c'est tout à fait le contraire du péché, parce que ça fait partie de la vie. On en a besoin de la vie, on peut pas se passer de ça, c'est pas possible. Puis si c'était un péché, puis que personne ferait l'amour, il y aurait plus beaucoup de monde sur la terre. Hein? Les voix que nous venons d'entendre sont celles d'enfants de 12 à 13 ans interviewés dans une classe lausannoise en 1973. C'est avec aisance et naturel et un esprit logique plein de malice qu'ils parlent de l'amour et de la sexualité. Ils ne paraissent ni effrayés ni troublés par le terme de péché utilisé par le journaliste. Cette liberté de parole, on peut l'expliquer par l'évolution des mentalités à l'œuvre depuis le début des années 60 et dont les événements de mai 68 représentent un moment fort et un symbole. Elle ne s'est pourtant pas imposée sans mal et elle n'est toujours pas évidente pour tous en 1973. En Suisse romande, les idées nouvelles sur la vie sexuelle et le couple ont mis du temps à se faire une place, particulièrement dans des cantons comme Fribourg ou le Valais, où les préceptes de la morale catholique ont continué à dicter la norme. Parvenir à informer les adultes sur ces questions n'était déjà pas une mince affaire. Que dire alors de l'éducation sexuelle des jeunes ? Dans les milieux les plus conservateurs, parler aux enfants de sexualité relevait du prosélytisme et était considéré par certains comme une pure et simple incitation à la débauche. Dans ce contexte, le canton de Vaud fera figure de pionnier. Il sera le premier en Suisse romande à introduire l'éducation sexuelle à l'école. Dans cette entreprise, il va pouvoir compter sur deux personnalités au profil aussi remarquable que différent, une femme et un homme, Mariana Barbet et Charles Bugnon. Entourés d'un groupe d'animatrices et d'animateurs, ils se trouveront souvent en première ligne et devront faire face à des oppositions farouches. Ils seront aussi les plus médiatisés. Lui, dès 1968, à travers un documentaire du réalisateur Alain Tanner, elle, en tant qu'intervenante à la radio romande, puis comme auteure d'un livre, Eros en Helvétie, dans lequel elle revient sur son engagement. C'est leur histoire que nous allons vous raconter dans cette nouvelle édition de 1001 archives intitulée « Quand l'éducation sexuelle faisait débat en Suisse ». Eh bien, mesdames et messieurs, en ce 24 janvier, nous allons inaugurer un nouveau cycle enquêtes qui porteront à peu près au 23 février, c'est-à-dire pendant un mois, sur les questions de contraception, de sexualité, d'entente du couple et de la famille, et naturellement de planning familial. Nous sommes en 1968. La journaliste qu'on vient d'entendre est Marie-Claude Leburg. Depuis 6 mois, un nouveau centre de planning familial a vu le jour à Lausanne. Marie-Claude Leburg, qui suit de près pour la radio les questions relatives aux femmes, au couple et à la famille, a réuni autour de la table les principales protagonistes de ce centre. Le canton de Vaud n'a pas attendu la création de ce centre pour conseiller et informer. Il a pu compter très tôt sur le soutien d'une association, Pro Familia. Fondée en 1923, Pro Familia a mis sur pied les premières consultations conjugales au début des années 60. La première question que pose la journaliste concerne l'origine du terme planning familial. Pour répondre à cette question, elle s'adresse à l'une de ses invitées, Mariana Barbet, la documentaliste du nouveau centre. Bon, écoutez, je crois que le premier terme qui a été utilisé pour désigner ce que nous appelons aujourd'hui planning familial, c'était le birth control. Et sauf erreur, c'est Margaret Sanger, la pionnière du planning familial, qui l'a utilisé en premier, ou en tout cas de façon systématique. Et ce terme a été, au fond, en existence pendant assez longtemps, mais
les gens y ont vu une idée de limitation, de contrôle, quelque chose de presque étatique. Et alors petit à petit, c'est le terme de Planned Parenthood, en anglais, qui a été adopté. Terme qui ne se traduit tout de même pas tout à fait par planning familial, qui se traduirait plutôt par parenté responsable ou planifiée. Maintenant, le terme planning familial, je ne sais pas quand on l'a introduit en français, peut-être que Mme Bonnard pourra nous éclairer là-dessus. Madame Bonnard, éclairez-nous. En France, on a d'abord utilisé les mots de maternité heureuse. L'intervention de Mariana Barbet dans l'émission est brève et discrète. On aura néanmoins eu le temps de remarquer sa parfaite prononciation de l'anglais. Qui est donc cette femme ? Elle a vu le jour dans le Connecticut en 1936. Née dans une famille d'intellectuels protestants, cette Américaine découvre la Suisse à l'âge de 20 ans comme jeune fille au père. Elle a pour ce pays et pour l'Europe un véritable coup de foudre. De retour aux USA, elle y rencontre un jeune pasteur vaudois, Clément Barbet, venu compléter ses études outre-Atlantique. Les deux jeunes gens tombent amoureux et voici Mariana de retour dans le vieux continent pour se marier. Après un séjour en France, le couple s'établit définitivement dans le canton de Vaud. Mais en ce début d'année 1968, celle qui deviendra l'un des visages les plus populaires de l'éducation sexuelle en Suisse romande joue encore les seconds rôles. En ce même début d'année 1968, Alain Tanner, qui travaille alors comme réalisateur à la télévision suisse romande, tourne un documentaire dans la région de Thierrens, dans le Gros de Vaud. Le film a pour titre « Charles B, médecin de campagne ». Charles B, c'est Charles Bugnon. Alain Tanner le suit dans ses pérégrinations hivernales auprès de ses patients, grands et petits. Ça fait mal, ça? Ça fait mal, puis là. Ça fait mal? Non. Puis ici. Un petit peu? Hein? Un petit peu mal. Oui, encore. Vas-y. Là. Hein? Moi, j'ai aussi ma filleule qui a fait une méningite purulente au même âge. Maintenant, elle fait le collège. Elle va très bien. Je crois pas que personne ne peut se dire qu'elle a une méningite, qu'elle a été comme ça malade. Non. Vous pouvez être tout à fait tranquille. Il m'a recommandé de la suivre toujours, jusqu'au mois de février en tout cas. Ce qui passe sur la végétation. Je sais pas si... D'accord, c'est juste. Au moment du tournage, Charles Bugnon a 44 ans. Né à la Chaux-de-Fonds, il a grandi dans une famille modeste aux valeurs socialistes. Protestant pratiquant, c'est un homme chaleureux qui se veut proche des gens. Ça n'est pas par défaut mais par choix qu'il s'est tourné vers la médecine générale. D'emblée, j'ai pensé à faire de la médecine générale, justement parce que ça me donnait une plus grande gamme de possibilités de contact et aussi un certain goût pour entrer dans la vie des gens et de les voir chez eux. Or, pour voir les gens chez eux dans des moments difficiles de la vie, il y a surtout la médecine générale. J'ai toujours envie de corriger les défauts, j'ai toujours envie de tirer les gens et mes voisins, enfin mes semblables vers le haut, leur montrer les choses utiles et corriger les erreurs, enfin, d'alimentation, les erreurs de vie qui amènent des désordres. Vous venez de ce côté, vous vous asseyez et vous tournez le... Tirer les gens vers le haut, corriger les erreurs qui amènent le désordre. Charles Bugnon fait de son métier une vraie vocation. Il y a en lui un mélange de bon sens terrien et un désir plus idéaliste de changer le monde et de faire évoluer les mentalités. La sexualité est un domaine où il décèle énormément de méconnaissance et de misère. Dans son travail de tous les jours, il se rend compte que les adultes en parlent peu, mal et avec gêne. En tant que médecin, il lui arrive d'être sollicité par des instituteurs embarrassés par les questions que leur posent certains élèves. Il n'hésite alors pas à venir parler dans les écoles. Au moment du tournage avec Alain Tanner, il autorise la présence de la caméra dans une classe de garçons âgés de 15 à 17 ans. Voyez-vous, le problème sexuel, c'est un vaste problème auquel vous êtes déjà certainement sensibilisé par votre âge. Vous savez que lorsqu'on est petit, eh bien, les tout petits enfants ne s'occupent pas des garçons et des filles. Jusqu'à 3-4 ans, ils ne voient pas la différence. À partir d'un certain âge, tout à coup, ils se rendent compte
qu'il y a des garçons, qu'il y a des filles, qu'il y a des messieurs, qu'il y a des dames, etc. Et petit à petit, vous allez arriver à l'âge mûr et vous allez être capable de faire des enfants comme vos parents vous ont fait. Charles Bugnon parle devant un tableau noir où les organes génitaux masculins et féminins ont été dessinés. Après une introduction générale, son propos va se préciser. Le médecin ne fait pas dans la dentelle et va droit au but. Il s'attaque à ce qu'il considère comme des idées fausses concernant l'acte sexuel en établissant une différence de sensibilité entre les hommes et les femmes. Les hommes sont vite satisfaits lors des relations. Les messieurs ne sont pas assez poètes, ils sont un peu grossiers. Ils sautent sur la femme. Et ils ont leur plaisir. Et puis après, ils sont tranquilles, ils s'en fichent. Ils arrêtent, ils se retournent et ils se mettent à ronfler. Et il y a un tas de femmes qui sont malheureuses. Parce que justement, les femmes, toutes les femmes du monde, elles sont beaucoup plus sensibles à toute cette ambiance qu'il y a autour. Cette ambiance d'amour, justement, qui n'est pas seulement l'acte sexuel, comme vous le voyez faire quand vous voyez amener une vache au taureau. Avec un vocabulaire imagé, Charles Bugnon insiste sur la dimension émotionnelle de la sexualité. D'autre part, il envisage celle-ci dans la durée et se prend lui-même en exemple. Et alors, si on prend l'habitude, si on fait la première fois l'amour justement avec une putain dans un bordel, il y a toutes les chances pour qu'on ait une fausse image, et cette fausse image, elle va entacher toute la vie. Et la vie, justement, se passe jusqu'à 70 ans. Allez savoir jusqu'à ce que vous serez marié avec votre femme. Eh bien, à ce moment-là, il y a justement les caresses, l'affection et toutes ces choses dont l'amour s'entoure et qui ont leur accomplissement dans l'acte sexuel. Personnellement, moi, j'arrive vers 45 ans, eh ben, j'ai toujours autant de plaisir à faire l'amour avec ma femme, toujours la même. Mais ça, je peux vous dire, c'est une chose quand même intéressante pour vous, parce qu'il y a tellement de gens qui s'imaginent que le changement apporte quelque chose de plus. En réalité, ça n'apporte rien de plus. C'est justement l'acte sexuel, c'est toujours le même. Mais c'est tout ce qui est autour qui est important et qui donne du prix à l'acte sexuel. Le documentaire d'Alain Tanner est diffusé le 7 mai 1968, au moment même où à Paris, les étudiants occupent la Sorbonne et manifestent dans les rues. Dans le Gros-de-Vaud et en Suisse romande, le film, et particulièrement cette séquence de cours, va provoquer de nombreux remous. Le franc-parler de Charles Bugnon choque des téléspectateurs, et particulièrement le fait qu'il évoque publiquement sa propre vie sexuelle. Ses propos n'ont pourtant en soi rien de révolutionnaire. Il appelle au respect de la partenaire et se fait le promoteur de la fidélité conjugale. Pourtant, durant la semaine qui suit la diffusion du reportage, le médecin va perdre un tiers de sa clientèle. C'est un coup dur. Charles Bugnon a-t-il surestimé la capacité d'ouverture de ses contemporains ? Pourtant, c'est bien dans son sens que le canton de Vaud va décider d'aller dès l'année suivante. En 1969, en effet, malgré l'opposition des milieux conservateurs, une volonté politique toujours plus vive se manifeste pour que des programmes d'éducation sexuelle soient enseignés dans les écoles. L'association Pro Familia se trouve une nouvelle fois sollicitée. C'est à elle que l'État confie la mission de mettre en œuvre ce projet. Rapidement, les responsables de Pro Familia créent donc un secteur éducation sexuelle de la jeunesse. Pour le diriger, ils recherchent 2 personnes, un homme et une femme. Des personnalités à la fois compétentes et suffisamment solides pour affronter des polémiques qui ne manqueront pas de voir le jour. Il pense alors au médecin de campagne qui a tant fait parler de lui dans le documentaire d'Alain Tanner. Il le contacte. Charles Bugnon accepte immédiatement de co-diriger le nouveau secteur aux côtés de Marie-Lise de Charrière, pharmacienne de formation. Le 4 février 1970, on retrouve la journaliste Marie-Claude Leburg dans une édition de son émission Réalité consacrée à ce projet qui se trouve dans sa phase de recrutement. Nous avons au micro de Réalité, en ce début d'après-midi, ces 2 responsables dont la première activité consiste à opérer une véritable coordination entre tous les efforts qui ont été effectués et les charges à venir. Et je crois, madame et vous, docteur, que votre première difficulté consiste à enseigner les enseignants, c'est-à-dire à trouver des pédagogues, des ecclésiastiques, des personnes de bonne volonté, suffisamment libérés eux-mêmes vis-à-vis de ces problèmes pour pouvoir en parler en toute franchise avec beaucoup de tact
aux enfants des écoles. Exactement. Dans ce sens que les notions qu'on veut apporter aux enfants sont bien entendu des notions intellectuelles. L'anatomie, la physiologie, c'est assez simple, mais enfin, ça fait partie des sciences. Ça, il faut être très au clair sur tout ce côté de la chose. Mais alors, après, il y a justement le point central de notre activité. En fait, c'est l'attitude que nous devons avoir et que l'équipe entière doit avoir et qui est ressentie très intensément par les enfants qui nous écoutent, cette espèce d'attitude intérieure qui est faite de liberté vis-à-vis du problème. Liberté tout à fait générale, mais à propos des problèmes sexuels aussi, cette liberté de l'homme qui est capable de faire des choix. Parce qu'évidemment, les enfants, les premières questions qu'ils posent lorsque le climat de confiance est établi, et qu'ils ont appris ce que c'était que le sexe, ce que c'était que la reproduction, ce que c'était qu'enfin les différentes phases de la croissance, ils nous posent instantanément les questions sur l'usage qu'on peut en faire. Les risques et les questions qui nous viennent sont toujours des questions très profondes et qui vont au centre des problèmes de vie. Parler de sexualité en termes médicaux et biologiques, c'est une chose. Être capable d'évoquer la sexualité dans ses dimensions relationnelles et émotionnelles en est une autre. Anna-Marie Barbet, qui occupe toujours le poste de documentaliste au Centre Profamilia de Lausanne, ne met pas longtemps avant de répondre à l'appel. Comment expliquer que cette épouse de pasteur se lance sans hésitation dans une aventure aussi audacieuse ? Il faut dire tout de suite qu'elle n'est pas la seule personne proche des églises à le faire. Le groupe des animateurs d'éducation sexuelle du canton de Vaud, qui compte une trentaine de personnes, comprend essentiellement des pasteurs, des femmes de pasteurs comme elle et des laïcs croyants comme Charles Bugnon. Voilà qui contre un certain nombre d'idées reçues. Cet apparent paradoxe a son explication. La répression morale, mais aussi la mise sous silence, ont longtemps marqué l'attitude du christianisme envers la sexualité. Les choses évoluent cependant à partir de la fin du XIXe siècle, particulièrement au sein de l'Église protestante. En Suisse romande, les protestants vaudois et genevois commencent à s'intéresser au contrôle des naissances. Préoccupés par la paupérisation des familles ouvrières confrontées à des naissances multiples, ils se sensibilisent aux théories du malthusianisme, qui recommande une meilleure maîtrise de la démographie. Le contrôle des naissances devient donc un sujet d'intérêt public. Si l'Église catholique continuera de façon très stricte à interdire l'avortement et tout moyen de contraception dit non naturel, l'Église protestante va adopter des positions plus progressistes et parfois faire preuve d'audace étonnante. C'est le cas dans le canton de Vaud. Pour revenir à Mariana Barbet, ajoutons aussi qu'en tant qu'américaine, elle a une longueur d'avance sur beaucoup de femmes européennes. En Amérique du Nord, la planification des naissances est une pratique courante dès l'après-guerre. La propre mère de Mariana Barbet l'a déjà appliquée. En arrivant en Europe, la jeune femme est surprise de constater à quel point les couples vivent encore dans la crainte de naissances non souhaitées. Peu après sa création, Mariana Barbet rejoint donc le groupe d'animateurs de cours d'éducation sexuelle que Charles Bugnon et Marie-Lise de Charrière ont mis en place. Elle se retrouve rapidement sur le terrain. Son engagement sera total et intense. Mariana Barbet n'a pas froid aux yeux. En 1970, elle accepte, comme Charles Bugnon l'avait fait 2 ans plus tôt, d'être filmée par la télévision lors d'une séance d'information auprès d'une classe d'école primaire. Cela se passe en novembre dans la petite commune vaudoise de Bétang. On la voit sortir de sa voiture, un cartable sous le bras. Elle se dirige ensuite vers la petite école de village où l'attendent des enfants âgés entre 10 et 12 ans. Mariana Barbet leur explique d'abord la différence entre les petits garçons et les petites filles. Vous savez ce qu'un petit garçon a dit quand il a vu une petite fille nue pour la première fois? Qu'elle n'était pas la même chose. Qu'elle n'était pas la même chose, d'accord. Mais moi j'en connais un qui a dit, ah ben ça alors les filles ça casse tout. Vous savez pourquoi il a dit ça? Il s'était imaginé que la petite fille, elle avait eu un petit zizi comme lui, et puis qu'elle avait cassé. Les filles ça casse tout. Vous croyez que c'est ça ou bien? Non. Non, hein? Vous êtes d'accord, c'est pas comme ça que ça se passe. Ou bien les petites filles qui se font du souci aussi en se disant, ben, moi on m'a pas fini, on a oublié de me terminer, il me manque quelque chose. Qu'est-ce qu'on va leur dire à ces enfants? Que toutes les filles sont comme ça. Que toutes les filles sont comme ça, oui.
Tous les garçons sont comme ça. Mais vous savez ce qu'il va dire, ce petit? Si vous avez des frères et sœurs 3-4 ans, moi j'ai un petit garçon de 4 ans, toute la journée, il me dit « Pourquoi maman? Pourquoi maman? Pourquoi maman ?» Eh bien, il va dire « Mais pourquoi les filles sont comme ça? Et pourquoi les garçons sont comme ça ?» Mais moi, je pense qu'on peut très bien lui répondre que les petits garçons sont faits comme ça parce que plus tard, ils vont pouvoir être papa. Comment? Eh bien, derrière leur zizi sale, les petits garçons, ils ont des petites boules. Vous savez ça, il y a 2 petites boules. Eh bien, on peut dire aux petits garçons, eh bien, dans ces petites boules, plus tard, quand tu seras grand, tu auras des demi-graines. Des demi-graines qui peuvent rien faire toutes seules. Mais ces demi-graines, elles vont te permettre d'être papa. Tu verras comment. Et bien, la petite fille, qu'est-ce qu'on va lui dire? Elle va lui dire, mais moi, j'ai pas de boules, j'ai pas de demi-graines, alors... Mais qu'est-ce qu'elle pourra faire, la petite fille, plus tard? Elle pourra avoir un bébé, porter un bébé, hein? On peut lui dire, mais toi, tu n'as peut-être rien qui se voit, mais tu as quand même dans ton corps une petite poche, qui sera plus tard pour un petit bébé, où tu pourras porter un petit bébé dans ton ventre. Après cette première mise au point, elle passe à une question que se posent tous les enfants. Par où passent les bébés quand ils naissent? Des réponses timides sont données. Le derrière, le nombril, l'endroit où on fait pipi. Une explication plus précise s'avère nécessaire. On a parlé de cette poche qui se trouve dans le ventre de la maman. Eh bien, cette poche est reliée à l'extérieur par un petit corridor, un couloir, un passage, un chemin, on va appeler ça un chemin, qui aboutit effectivement dans la même région que par où on fait pipi et par où on fait sa grosse commission, comme on dit chez nous, je ne sais pas ce que vous dites chez vous, mais ce n'est pas le même passage. Il y en a encore un qui se trouve entre deux. Il y a un 3e chemin qui est exprès pour le bébé. Et puis, est-ce que vous savez comment ça se passe au moment où il va naître? Au moment où il va naître, le trou va grossir, l'ouverture va grossir. Vous savez à quoi ça ressemble? Qui a un col roulé, à part moi? Oui. Eh bien, le matin, quand vous mettez votre pull, vous le tirez sur la tête, hein, puis votre col, il s'élargit. Hein? Et puis après, quand il est en place, votre col revient en place. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la naissance du bébé. Ce petit couloir, ce chemin de vie va s'ouvrir, et puis après, une fois que le bébé a passé, il va reprendre sa forme. Voilà pour le mystère de la naissance. Les enfants ouvrent de grands yeux, certains semblent un peu gênés, mais la plupart sont captivés par ce qui leur est raconté. Mais Mariana n'en a pas encore fini. Elle a expliqué la naissance, il s'agit maintenant de savoir comment on fait les bébés. C'est le papa qui donne C'est le papa qui donne la petite graine à la maman. Est-ce que vous savez comment? Vous savez, mais vous n'osez pas dire. Hein? Non. Que je vais vous dire. Vous savez que quand 2 personnes s'aiment, un homme et une femme, quand ils s'aiment, ils ont envie de tout partager. Ils partagent la maison, les vacances, les voyages, le travail. Mais ils s'aiment tellement qu'ils ont envie quand même d'être tout près l'un de l'autre. Et puis il arrive à certains moments qu'ils ont envie de montrer l'un à l'autre leur amour d'une façon très particulière et qui leur fait très très plaisir aux deux. Et à ce moment-là, ils se rapprochent. Vous avez vu des amoureux, vous savez qu'ils se donnent des baisers, puis ils se tiennent par la taille, ils se donnent des caresses. Eh bien, les personnes qui s'aiment, ils font tout ça. Et puis à un moment donné, pour être le plus près possible l'un de l'autre, ils se mettent côte à côte. Et puis le papa peut introduire son zizi, on va appeler ça un zizi, parce que c'est le mot qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, je vous dirai tout à l'heure le vrai mot. Il peut introduire son zizi dans le petit chemin de la maman et y déposer sa demi-graine qui va aller retrouver la demi-graine de la maman. Ça t'étonne, hein, ça? C'est extraordinaire, cette histoire. Évidemment, pour vous, c'est un peu difficile de comprendre. Mais la nature a prévu les choses comme ça. Puis c'est ça qui est tellement merveilleux, c'est que justement, chaque fois qu'il y a un enfant qui naît, c'est qu'il y a 2 personnes qui se sont aimées. Et d'une manière qui est rien qu'à eux, qui est toute particulière. Comprenez? Si l'animatrice utilise un vocabulaire et des images adaptés aux enfants, elle n'en évoque pas moins avec précision l'acte et le plaisir sexuel. Comment ce discours passe-t-il auprès de la population de Béthans? Après avoir filmé Mariana Barbet dans sa classe, l'équipe de télévision prend la température dans le village. Elle assiste à une conversation entre Patricia, une des fillettes qui a suivi le matin même son premier cours d'éducation sexuelle, et sa maman. Patricia, ça a été cette conférence ce matin? Ça a été. Ça a été?
Et puis, qui c'est qui donnait cette conférence? Oh, alors ça, une dame, je me rappelle plus son nom. Ouais. Je crois qu'elle venait de voir. Voir, hein? Et puis, tu me racontes un petit peu ce qu'elle vous a dit? Elle a commencé par quoi? Elle nous a posé des questions. Ouais. Si on se rappelait quand on était né, ou bien quel poids on pesait. Ouais. Et puis, elle vous a demandé si vos parents vous avaient mis un petit peu au courant ces choses. Ouais, elle nous a demandé. Elle vous a demandé? Tu as répondu? T'as pu répondre? Ouais, j'ai dit que tu m'avais mis un peu au courant. Ouais. Et puis quand elle vous posait des questions, t'as su répondre? Pas toujours. Pas toujours? Non. Il me semble pourtant que je t'avais bien expliqué. Dites, Madame Clavel, on est en train de parler de ces questions-là avec votre fille qui a 11 ans, mais les deux petites qui, elles ont quel âge? Elles ont 8 ans, 9 ans cette année. Elles ne savent rien de tout ça encore. Oh, elles savent certaines choses, mais pas le principal. Quand Patricia a commencé à son tour à me poser beaucoup de questions, je me suis dit, Patricia a de l'avance, peut-être même un peu plus d'avance que son frère, alors il me faut lui expliquer, il faut l'entreprendre. C'est assez difficile, je trouve. Alors, moi, je trouve merveilleux qu'on fasse ces choses-là à l'école, qu'on donne des conférences, je trouve très bien. Très, très bien, parce que je suis sûre qu'il y a certaines mamans qui ne disent rien à leurs enfants, vraiment. L'équipe rend aussi visite à Madame Pache, une dame plus âgée, qui approuve elle aussi la démarche de l'information au milieu scolaire, une information qui, en son temps, faisait totalement défaut. Madame Pache, vous ne saviez pas qu'on donnait aux enfants de Béthune des cours d'éducation sexuelle? Eh bien, pas précisément à Béthune, mais enfin, dans les écoles. J'ai souvent entendu qu'on en parlait. J'ai vu à la télévision quelquefois aussi. Est-ce que vous êtes surprise de savoir que ça se passe dans votre village ici? Pas du tout. Je trouve tout à fait naturel, je trouve très bien. Oui. À notre époque, je trouve que ces questions ont tellement d'importance. Alors, c'est naturel qu'on en parle aux enfants d'une façon réelle, d'une façon scientifique, si je peux dire. Mais il est possible que vous ayez eu quelques hésitations à ce sujet. Non, parce que, par exemple, quand j'étais enfant, on nous a jamais parlé de ces questions. Quand j'ai eu des grands garçons, j'en avais parlé une fois à mon mari et il m'a dit, oh, moi ça m'intéresse, je ne sais pas que leur dire, je sais pas comment leur dire, débrouille-toi. Puis en somme, la question est restée comme ça en suspens, on n'en a pas parlé à nos garçons, ils sont instruits dans les écoles, au catéchisme. Entre eux, oui. Entre eux. Oui. Les réactions des parents, des enseignants et de la population en général ne seront pas toujours, et de loin, aussi positives qu'à Béthune. Pourtant, Mariana et les autres animateurs de cours d'éducation sexuelle vont s'investir avec enthousiasme et passion dans leur nouvelle mission. Si certains adultes sont gênés de parler de sexe avec les jeunes, plusieurs jeunes, eux, osent en parler au moins avec les animateurs de Profamilia. En 1976, l'émission Temps présent suit une équipe d'animateurs de Profamilia dans un collège de Morges. Elle s'invite d'abord dans une classe d'écoliers de 10 ans. Comme cela se passe habituellement, les enfants sont invités à formuler une série de questions par écrit et en toute liberté. Pourquoi le sexe des hommes n'est pas le même que celui des femmes? À quel âge se forment les poils? Quel est le contraire des homosexuels? Est-ce que le sexe est très important dans la vie d'un humain? Comment? Non. Est-ce obligé d'avoir les règles? De quoi est formé le sexe de la femme et de l'homme? Comment fait-on pour sortir l'enfant du ventre quand on ne peut pas le sortir d'où il sort? Pourquoi le matin on le piquait? À quoi sert le nombril? Depuis quel âge on a des enfants? À quoi servent les pochettes? Où sort l'enfant? Voilà. Faut pas rigoler trop. Oui, c'est fini. Dans une autre classe réunissant des jeunes de 15 à 16 ans, le débat porte d'abord sur les différentes étapes de la relation amoureuse. Des différences de sensibilité s'observent entre les filles et les garçons. Pour les garçons, qu'est-ce qui importe dans ces étapes-là? Quel est le stade que vous aimez bien? N'est-ce pas? On aime toutes les étapes. Toutes les étapes? Ouais, toutes les étapes. Chaque étape est une découverte.
Chaque étape est passionnante. Ouais, c'est une découverte. Voilà. Les filles, qu'est-ce que vous en pensez de ça, ces étapes? Mais il faut les affranchir doucement. Mais c'est pour les Il y en filles. a qui sortent ensemble, puis ils ont pas de rapport sexuel. Et puis Puis ils s'embrassent, c'est tout. Ils se voient, et puis c'est tout. Et puis ils ont quand même du plaisir. Oui. Tu disais des Non, on étapes. s'embrasse, puis ensuite, il faut regarder comment on est fait, se caresser, mais sauf faire l'amour. Comment? Ouais, ça dépend. Ça dépend. Du genre, de la personne avec qui on est. Ouais, justement. Les garçons, ils sont toujours pressés. Vous avez dit. Bon, les garçons sont toujours pressés, ça c'est clair. Ils sont trop vite. Ouais. Alors, bah, On est là, on est là. qu'est-ce que vous pouvez faire les filles à ce moment-là là? Comment? Leur pousser. Ouais, mais Ouais. gentiment, voilà, parce que... C'est pas l'idéal. Non, mais... Abordant la question de la première relation sexuelle, si certains garçons fanfaronnent un peu, d'autres font état de leur perplexité. Comment La première fois Ouais. qu'on fait, ben, je sais pas. Par quoi on commence? Faut faire, je sais pas, moi. On sait pas comment prendre la femme. La première approche, bon alors... Non, mais admettons maintenant on est arrivé à faire l'amour, on a pris la décision. Non, plus tard, ce que vous imaginez comment ce sera. Toi, tu t'imagines, ce sera assez difficile. Bah, les premières fois, ouais. Pourquoi? Bon, je sais pas, le rapport entre la femme et l'homme. Tu dis, il n'y a pas d'apprentissage pour ça? Oh ouais, il doit y en avoir. Ouais, il y en a. Ça m'en faut payer. C'est quoi ça, quoi? Bah, je pense aux prostituées. Ouais. Puis on faire un apprentissage avec. Et puis, à mon avis, Ouais, ça sera pas la même chose. C'est pas Ça sera pas... Ouais. Parce qu'il n'y aura pas d'amour, il y aura seulement juste pour essayer. Mais Seulement quand plaisir. vraiment on s'aime, puis on fait l'amour, ça change. Ouais, ça chute. C'est autre chose. Alors, les filles, quelle est votre crainte? Hein? Les garçons, ils ont l'air un peu empruntés. Et vous, est-ce que vous pensez que vous avez un rôle à jouer là-dedans ou bien? Qu'est-ce que vous devez faire? C'est-à-dire, le comportement quand on fait l'amour, vous pensez que le garçon il doit être comment, puis la fille comment? Vous avez un rôle à jouer dans ça ou pas? Vous arrivez à vous imaginer cette situation ou bien? Dans son livre « Eros en Helvétie » qu'elle rédigera quelques années plus tard, Mariana Barbet évoque cet engagement avec un humour distancé. Le désir et l'obligation de servir faisaient sans doute partie de nos motivations. Chevelus ou bonne société, nous étions des missionnaires dans l'âme. Mais je crois que nous étions mus en même temps par un désir opposé, celui de quitter les ambiances éthérées de l'idéal pour nous confronter à quelques réalités humaines, éventuellement sordides, mais en tout cas plus intéressantes que les réunions de paroisse. Mariana Barbet et Charles Bugnon travailleront dans la même équipe durant plus de 10 ans, entre 1969 et le début des années 80. En 1997, ils se retrouvent sur le plateau de l'émission de télévision Zigzag Café. Les deux anciens animateurs évoquent leurs souvenirs communs et notamment les réactions hostiles qu'ils ont pu rencontrer dans leur activité et racontent comment, ensemble, ils ont tenté d'y faire face. Moi, tu te rappelles, je suis arrivée chez toi au bureau là, un jour effondrée parce que j'avais reçu une lettre d'un paysan de Bière, ou je sais pas, quelque part par là-bas, d'origine suisse-allemande, qui me traitait de Mutterschwein. Ah ouais. Donc, oui. C'était dur, c'était dur. Et je me souviens d'une autre histoire, toi aussi sûrement, j'étais une des premières à montrer des photos d'accouchement. Alors les jeunes femmes, elles m'ont tombé des nues quand je raconte ça. Dans une classe, et des photos discrètes, pas de sang, rien, mais enfin, on voyait le bébé qui arrivait. Et il y a un petit garçon, tu te rappelles, qui s'est évanoui. Ouais. Ils étaient autour de moi, ils regardaient les photos. Et là aussi, j'ai débarqué Charles, quelle horreur. Il vous a donné une bonne réponse d'ailleurs. Hein. Il m'a donné une très bonne réponse. Il a dit la prochaine fois, il faut les laisser assis. Évidemment, ça paraît incroyable maintenant, mais incroyable. Mais c'était d'ailleurs une des difficultés, parce qu'en fait, le médecin, professionnellement, on est habitué à parler face à face avec quelqu'un dans un cadre calme. Et là, c'est public. Et on s'adresse justement à, on ne sait pas, les paroles sont ailées, et dès qu'elles sont sorties, elles sont plus à nous, elles courent dans le monde. Et ça, c'était un aspect, disons, que j'ai rencontré avec les retours, les coups, là. Enfin, Mutterschwein, moi j'ai été prêtre de Satan aussi, j'ai reçu des lettres de ce genre. Et il fallait, disons, ne pas perdre les pédales dans ce brouhaha social,
en ayant la conviction qu'on avait raison. Mais là, c'était le problème, c'était de se sentir épaulé. Là, nous avons eu de la chance. En parlant de sexualité à l'école, les animatrices et animateurs avaient conscience de transgresser les normes établies. Les réactions, on l'a entendu, ont parfois été vives. À certains moments, la machine s'est même emballée et le scandale a pris des proportions publiques. 6 janvier 1973, le quotidien vaudois 24 heures publie un article qui relate l'expérience d'écolières lausannoises âgées de 12 à 13 ans. Après les 2 heures d'éducation sexuelle données par les animateurs de Profamilia, la classe a voulu poursuivre sa réflexion. Une réflexion épaulée par leur institutrice, Léa Poul, et suivie de près par le journaliste Jacques Pillet, l'auteur de l'article. Plus important que le texte, des dessins. Des dessins réalisés par les fillettes qui décorent la une et qui illustrent un long article dans les pages intérieures du journal. On y voit notamment un couple nu qui s'embrasse. Le sexe de l'homme est apparent. On y voit aussi une femme enceinte, également nue. Une des fillettes, enfin, a représenté les vitrines du quartier chaud d'Amsterdam où les prostituées sont exposées au regard des passants. Le scandale ne se fait pas attendre. Le journal est inondé de courriers. Des lecteurs y expriment leur colère, leur dégoût et leur indignation. Voici quelques extraits de ce courrier. N'avez-vous vraiment rien d'autre à faire paraître dans votre journal ? Je ne suis certes pas puritain, loin de là, mais hier, ma petite nièce me disait « Oncle, on critique souvent la conduite des jeunes, mais quand on entend certains propos à la radio, à la télévision, ou qu'on lit certains journaux, que penses-tu de la responsabilité des adultes ?» Nous nous demandons si votre journal a encore sa place dans un foyer chrétien. Si nous avions été le rédacteur, nous nous serions plutôt gênés, car cela était une vraie orgie, un vrai dégoût. Parents, qu'attendez-vous pour réagir ? À la fin de l'année dernière, j'ai renouvelé mon abonnement à 24 heures. Je le regrette vivement. En effet, je constate que votre journal prend une tournure très déplaisante. Il favorise ceux qui cherchent à salir et à pervertir notre jeunesse. C'est lamentable qu'un vieux journal tel que 24 heures emboîte le pas aux sapeurs des fondements de la morale et encourage la décadence de notre société. Mais qu'en pensent les premières concernées, les écolières qui ont elles-mêmes réalisé ces dessins ? Au mois de mai 1973, l'émission de télévision Affaires publiques donne la parole à 2 d'entre elles, puis au journaliste Jacques Pillet, responsable de cette publication. Catherine et Juliane, vous êtes 2 des élèves de la classe de Léa Poul. Lorsque vous faisiez ces dessins et lorsqu'ensuite vous avez su qu'ils seraient publiés, pensez-vous qu'il y aurait cette espèce de scandale et que ça ferait autant de bruit ? Est-ce que vous en avez parlé dans la classe, Catherine ? Non, on n'a absolument pas pensé que ça ferait autant de bruit, mais on se doutait quand même qu'il y aurait certaines réactions négatives, mais quand même pas des injures comme on en a reçu. Vous aviez un peu l'impression de participer à une provocation contre les grandes personnes ? Non, pas tellement, parce qu'on n'a pas fait ça dans le genre provocateur, on a fait ça dans le genre, je sais pas comment on dit. Mais les dessins, quand vous les avez faits, vous ne saviez pas encore qu'ils seraient publiés. On vous avait pas dit que c'était pour une publication. Oui, la maîtresse nous a dit, elle a dit que Jacques Pillet lui avait demandé. Jacques Pillet, c'est vous qui êtes à l'origine de la publication par 24 heures de ces dessins d'enfants, de ces dessins d'élèves de 12 ans à propos de l'amour et de la sexualité. L'abondance du courrier vous a-t-elle étonné ? Oui, tout à fait. Nous avons eu un afflux de courriers proprement extraordinaire, près de 200 lettres. En fait, depuis que la rubrique existe, je crois que c'est la première fois que nous avons autant de courriers. À une exception près, c'est l'affaire Schwarzenbach. Vous pensez qu'il y a une analogie entre les deux choses ? Pas d'analogie, mais ce qui est sûr, c'est que la publication de ces dessins a vraiment choqué une partie de nos lecteurs dans des zones très profondes et très affectives, je dirais. D'ailleurs, on s'en est rendu compte en lisant ces lettres qui ne contiennent pas beaucoup d'arguments, si l'on veut, mais qui font part justement d'une sorte de blessure, véritablement. Enfin, je ne sais pas, j'en cite une par hasard. Je m'étonne et je m'indigne qu'un journal aussi respectable que le vôtre offre à ses milliers de lecteurs
des articles qui auraient plutôt leur place dans les journaux pornographiques spécialisés. Voilà l'ambiguïté, c'est qu'une partie du public n'a pas voulu accepter la représentation même de l'amour, fut-elle vue par des enfants de 12 ans. Beaucoup de ces lecteurs ont considéré que c'était de la pornographie et n'ont pas voulu voir ce qu'il y avait d'assez remarquable dans ces dessins. L'affaire prend rapidement des proportions politiques. L'institutrice est menacée de licenciement. En tant que responsable du programme d'éducation sexuelle, Charles Bugnon est appelé à la rescousse pour tenter d'apaiser la situation. Il se souvient. Le département d'instruction publique voulait prendre des mesures, il s'était réuni d'urgence, enfin il y avait toute une histoire. Et puis la VPOD, c'est-à-dire le syndicat des enseignants, pour protéger la maîtresse qui allait être mise à la porte, avait dit on va faire une discussion avec les responsables. Les responsables de l'éducation au département ont dit pour les problèmes du sexe, c'est Bugnon qui se débrouille. Personne n'a voulu venir. Moi, j'y étais, et la salle était bondée. Mais il y avait évidemment tous les extrémistes. Il y avait des gens de la faculté de théologie, il y avait des gens d'extrême droite, il y avait la Ligue marxiste révolutionnaire qui m'ont traité de mauvais. J'ai vécu ça assez difficilement, parce que c'était pas facile de gérer 500 personnes qui hurlent. Enfin, il y a même eu des tomates lancées. Au final, après discussion et tractation avec l'instruction publique, l'institutrice pourra réintégrer son poste. Mais les promoteurs de l'éducation sexuelle à l'école se voient une fois de plus confirmer une réalité. Pour certains, la sexualité reste et demeure un tabou. Ou en tout cas, une affaire d'adultes strictement intime et personnelle dont il faut le moins possible débattre sur la place publique. Décider de le faire, c'est encore et toujours prendre un risque. Ce risque, la radio suisse romande va l'affronter en cette même année 1973 en lançant l'émission « Parlons-en ». Cette émission, réalisée en direct, se donne pour mission d'aborder les questions sexuelles en donnant la parole aux auditeurs. Elle ne s'adresse pas en priorité aux jeunes, mais c'est bien une des éditions les concernant qui fera le plus parler d'elle. Nos archives n'ont malheureusement gardé aucune trace de cette émission. Restent donc les témoignages. À l'initiative de Parlons-en, on retrouve Mariana Barbet, mais aussi le journaliste Bernard Pichon. Ce dernier faisait partie d'une commission de Pro Familia et était chargé de faire le lien entre la radio et l'association. Faut-il faire entrer la sexualité dans le débat public ? Dans le cercle de Pro Familia, les avis divergent, comme l'écrit Mariana Barbet dans Eros en Helvétie. Pour ma part, dit-elle, j'estimais que refuser le débat public, c'était perpétuer la clandestinité et renforcer l'idée que sexualité égale chambre à coucher. Entre la solitude de chacun et quelques grands mythes publicitaires, nous désirions inventer un espace intermédiaire, fraternel et réaliste, un lieu où parler ensemble. Le concept de l'émission est innovant. Il ne s'agit pas, comme cela s'est fait jusqu'ici, de réunir des spécialistes et de les faire débattre. L'émission repose essentiellement sur les questions et les témoignages des auditeurs. Le rôle de quelques intervenants présents en studio sera d'éclairer les questions, en faciliter l'expression, donner quelques pistes d'orientation, mais surtout d'écouter. L'émission sera diffusée durant la saison 1973-1974. 38 éditions réalisées en direct chaque vendredi à 15h. Le standard téléphonique commence à recueillir les questions en début d'après-midi. Le succès va être rapide. Les questions affluent de tous les côtés de la Suisse romande. Le 28 décembre, l'émission, habituellement réservée aux adultes, s'ouvre au public de moins de 16 ans. Les questions arrivent au standard. Qu'est-ce que la contraception ? Demande une adolescente. Qu'est-ce que la puberté ? Questionne un jeune garçon. À un moment donné, une adolescente de 13 ans téléphone en direct pour demander ce qu'est un acte sexuel. Dans le studio, les intervenants présents n'en mènent pas large, comme s'en souvient Mariana Barbet. Ils étaient tous un peu étranglés, comme ça, ils n'arrivaient pas du tout à y tourner autour du pot, pour dire les choses. Et finalement, je me suis lancée et j'ai décrit à l'antenne la relation sexuelle.
Mais alors, bon, moi j'avais évidemment le cœur qui tapait. Mais je me disais, cette jeune fille, on ne peut pas la laisser sans réponse. On ne peut pas perpétuer. Maintenant qu'on a lancé cette émission et qu'on a dit qu'on était d'accord de parler de ça, on ne peut pas ne pas lui répondre. Mais alors, le courrier après, les menaces même de procès à la radio, enfin, c'était animé. Animé, en effet, une organisation d'extrême droite menace même de déposer plainte pour effraction contre les mœurs et corruption de la jeunesse. La commission romande des programmes radio est interpellée, des discussions ont lieu. La direction de la radio soutient l'équipe de Parlons-en. La plainte ne sera finalement pas déposée. Après les événements du 28 décembre, l'émission se poursuivra sous une surveillance accrue. Des thèmes comme l'homosexualité vont être reportés avant d'être finalement traités, mais sans l'intervention du public. La pression du direct est rude, l'exercice d'équilibrisme constant. À la fin de la saison 1974, l'équipe de Parlons-en est fatiguée et décide de jeter l'éponge. Une page se tourne, mais Mariana Barbet, Bernard Pichon et leurs compagnons ont le sentiment qu'une brèche a été créée, qu'une parole a pu se libérer. Au début des années 80, après plus de 10 ans d'activité dans les écoles, Mariana Barbet quitte le terrain. Elle reste proche de Pro Familia et donne des cours aux nouveaux animateurs. Elle tiendra d'autre part pendant des années une chronique sur les questions de couple dans la presse romande. Elle s'oriente aussi vers de nouvelles activités. La littérature et l'animation d'ateliers d'écriture, un domaine encore peu connu en Suisse romande. Aujourd'hui, c'est peut-être davantage en tant qu'écrivaine que de pionnière de l'éducation sexuelle que cette femme, maintenant âgée de 85 ans, est connue. De son côté, Charles Bugnon va rester à son poste à Pro Familia jusqu'à sa retraite. Il poursuivra son activité de médecin de campagne et s'engagera également dans les soins aux toxicomanes. Il mourra en 1998 à l'âge de 74 ans. Mariana Barbet, Charles Bugnon et leurs compagnons de route avaient un espoir, qu'une éducation sexuelle ouverte et franche permette aux enfants de devenir des adultes plus épanouis que ne l'étaient leurs parents. Leur travail d'information, d'explication a sûrement contribué à aider les nouvelles générations à mieux se préparer à leur vie sexuelle, à leur éviter des grossesses non souhaitées, à leur offrir une plus grande autonomie et davantage de choix dans leur projet de vie. Cette libération salutaire ne sera cependant qu'un premier pas. Elle ne constituera pas un rempart contre les crises du couple ou la perpétuation des inégalités entre hommes et femmes. Au milieu des années 80, une autre réalité implacable viendra porter un nouveau coup au rêve d'émancipation des années 70, le sida. L'irruption de ce virus mortel, jusqu'à l'arrivée des premières trithérapies, ne permettra plus d'envisager la sexualité et la quête du plaisir comme une expérience aussi libre et insouciante que cela avait pu être espéré. Mais la tragédie du sida confirmera aussi la justesse de l'intuition des pionniers de l'éducation sexuelle. Sans leur action menée en amont, le travail de prévention, d'information, les campagnes médiatiques mises en place en Suisse pour lutter contre le sida n'auraient peut-être pas été aussi efficaces. Les mentalités étaient préparées, et peut-être mieux préparées qu'ailleurs, à recevoir et à accepter ce message. C'est la fin de cet épisode de 1001 Archives. 1001 Archives est un podcast proposé par les archives de la RTS. Cet épisode a été écrit par Sophie Meyer, réalisé par Jean-Philippe Zwallen, avec la voix de Sophie Richard. Retrouvez l'intégralité des archives que vous avez entendues au cours de ce récit sur notre site internet rts.ch/archives. Et si vous avez aimé cet épisode, je vous recommande d'aller écouter celui sur Lausanne Bouge, mouvement d'une jeunesse revendicatrice à Lausanne en 1980.